pour ce nouveau café inspirant du lundi matin du Quai des Possibles. Voilà, le moment pour bien commencer la semaine avec des ondes positives. Donc, tous les lundis à 9 heures, on accueille un intervenant, une intervenante inspirante pour nous parler de son projet, de son parcours, de ses passions. Voilà, pour avoir des belles ondes pour commencer la semaine. Et ce matin, on a le plaisir d'avoir avec nous la chef Virginie, donc Virginie Legrand, qui vient nous parler voilà, de, en fait, à la fois de son parcours et de ses projets, parce que Virginie a un parcours atypique, voilà, dont on va pouvoir. Alors, j'accueille Céline, hop, voilà, qui nous rejoint, et dont on va pouvoir parler. Et puis, en plus, Virginie, elle développe son projet La Ruche Saint-Germain, hein, qui est en fait l'endroit du Quai des Possibles où des entrepreneurs viennent à la fois coworker, mais aussi développer leurs projets, co-construire des projets ensemble, être accompagnés, voilà, sur leurs projets. Donc ça, on fait ça à La Ruche, et Virginie est présente justement à La Ruche. Et donc, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue Virginie ce matin. Merci, merci Fabienne. On est super content que tu sois avec nous parce que voilà, bon, on en parlera plus tard, mais dans tes projets, il y a une actualité récente. Il paraît, oui. Et voilà. Et donc, ce qu'on aimerait, voilà, on aimerait échanger avec toi ce matin sur ton parcours. Parce que tu disais tout à l'heure, tu as un parcours un petit peu atypique. Et on aime bien la reconversion professionnelle au Quai des Possibles. Parce qu'on sait qu'en ce moment, enfin, en ce moment, ça fait quelques années déjà qu'il y a pas mal de personnes qui sont en quête de sens et qui cherchent à remettre du sens dans leur vie professionnelle. Mhm. On aime beaucoup faire intervenir des personnes qui ont vécu ça. Et donc, écoute, je te laisse, si tu veux, te présenter et nous parler un petit peu de toi, de ton parcours. Et on va faire ça, voilà, de manière informelle, comme on a l'habitude au Café Inspirant. Mais c'est toujours le meilleur quand c'est informel et improvisé. Bien, donc, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Fabienne et merci au Quai des Possibles pour cette petite interview du lundi matin. Oui, donc moi, effectivement, j'ai un parcours très atypique. J'ai été professeure de français et d'allemand, d'où le Deutsch, pendant à peu près 13 ans. Et il y a 7 ans, je me suis reconvertie dans le milieu de la gastronomie. Donc, je suis devenue chef à domicile. Je n'ai pas voulu volontairement prendre comment dire, le chemin du restaurant. J'ai voulu d'office travailler chez les gens. Donc, en fait, je fais venir le restaurant chez les gens. J'organise des déjeuners ou des dîners lorsqu'ils reçoivent des personnes de leur famille ou leurs amis pour des moments assez symboliques, calendaire, Noël, Pâques, la fête des mères qui arrive, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que c'est un parcours d'autodidacte, complètement décomplexé. C'est ce que je dis très souvent parce que je n'ai aucune formation. Je me suis lancée comme ça, de manière, je le dis toujours, très instinctive, en fait, comme si j'avais senti qu'il y avait quelque chose en moi qui avait besoin d'être développé, d'être surmobilisé pour pouvoir exploser, en fait. Donc, c'est très, très spirituel en soi, mais ça a marché. Et du coup, 7 ans après, ça marche très, 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 très bien, même avec cette période complexe que moi, j'ai vécue de plein fouet dès le début. Mais finalement, j'ai su rebondir, j'ai su réajuster. Et là, c'est vrai que je suis archi chargée en prestation. La semaine dernière, j'en ai fait 10. Là, j'en ai 8 cette semaine. J'en ai une ce soir notamment. Donc, je parle avec vous et après, je file en cuisine ou en course. Mais non, non, c'est un très joli métier. Je suis très fière parce que je pense que c'est important aussi d'être fière de soi, de ce qu'on fait. Je suis très fière de ce que j'ai accompli. Voilà, c'est un exemple pour beaucoup et surtout, moi, j'ai une petite fille de 12 ans et je pense que c'est important aussi de lui renvoyer cette image-là. Est-ce que Voilà pour le résumé. super, super. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Du coup, tu es professeur de lettres. J'imagine que tu devais cuisiner quand même avant. C'est sûr. Alors, comment ça s'est passé dans ta tête, je sais pas, ce déclic, tu vois, de te dire un jour, Ouais. non, mais j'arrête et puis je fais autre chose, quoi. Alors, c'est vrai que tous les week-ends et à chaque vacances ou quand je recevais, je mettais toujours les petits plats dans les grands. Je préparais mes menus à l'avance, mes dressages, mes associations. Enfin, j'étais déjà très, très créative.
et productive. Et plein de gens déjà me disaient « Ah, mais tu devrais monter un truc dans l'événementiel pour organiser des choses comme ça. » Et je dis « non, moi, je suis… » Alors, il faut préciser quand même que je n'étais pas fonctionnaire parce que beaucoup me disent « Ah bah oui, mais du coup, tu avais aussi la sécurité de l'emploi. » Moi, je travaillais dans le privé hors contrat. Et dans le privé hors contrat, on était des salariés, en fait. Hein. Donc, du coup, mais j'avais quand même mon salaire et j'avais surtout les vacances. Donc ça, c'est vrai que c'était bien. Et puis, en fait, on m'a proposé, enfin, mon chef d'établissement avec qui je bossais pendant 12 ans, m'a proposé de monter une école, en fait, avec un de ses amis à lui. Donc, il me dit, écoute, voilà, je pense que c'est la suite logique de ton parcours. Il savait déjà que j'étais quelqu'un de très déterminé, de très autonome, qui aime prendre les choses à bras le corps. Et il m'a dit, bah, là, tu vas pouvoir monter ton équipe, monter tes projets. Ça, je vous passe les détails. Donc, du coup, je pose ma démission chez lui. Et il me dit, bah, moi, je perds quand même un bon élément parce que bah, voilà, ça faisait 12 ans qu'on bossait ensemble. C'était très fluide. On avait beaucoup de confiance. Il a trouvé quelqu'un pour me remplacer. Les profs, c'est de septembre à juin, on le sait. Donc, je suis rentrée dans cette école en tant que directrice au mois de septembre 2013. Et en octobre 2013, le conseil d'administration me contacte en me disant « Virginie, on adore ce que vous faites, mais l'école est en redressement judiciaire, on ne peut pas vous garder. » Voilà. Donc, j'en parle à mon ancien chef d'établissement qui, lui, était bien mal de m'avoir mis sur un mauvais plan. Je ne pouvais pas reprendre mon job parce que je devais attendre du coup la rentrée d'après. Donc, j'aurais très bien pu attendre la rentrée d'après. Sauf que là, je me suis dit, bon, je pense que c'est un signe que m'envoie la vie et que c'est le moment de créer quelque chose que j'attendais de créer depuis très longtemps. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée sur le carreau fin octobre 2013 et j'avais mon SIRET fin décembre 2013. C'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi très, très longtemps. Je me suis dit, allez, je me lance. Et Voilà. alors, comment ça s'est passé autour de toi? Tu as été soutenue Oh. dans cette démarche? Alors, quand on est entreprenant et entrepreneur, c'est très compliqué parce qu'il y a évidemment deux groupes, deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui te soutiennent, coûte que coûte, et ceux qui te dévalorisent et te tirent vers le bas en disant « de toute façon, tu n'y arriveras jamais, c'est une erreur, c'est une folie. » Voilà. Moi, j'ai préféré entendre les voix positives. Les gens étaient assez circonspects en fait et très dubitatifs, mais je crois que j'ai suivi ma voie en fait seule. Mon mari m'a suivi, mes parents n'ont pas trop pris position. Moi j'avais à cette époque-là j'avais 33 ans. Bon, ils se sont dit elle est quand même grande et mature, donc on lui fait confiance. Et c'est vrai que ça a été assez vite. En fait, je me suis entourée de gens qui m'ont aidé à développer mon business. Puis après, j'ai su acquérir la confiance en moi pour moi-même après aller réseauter, communiquer, définir mon offre. C'est un travail en permanence en fait d'introspection en fait. C'est très très introspectif en fait quand on est entrepreneur et qu'on porte un bébé en soi parce que moi je suis seule aux manettes. C'est vraiment ma marque, c'est mon projet, c'est vraiment mon bébé. Et du coup, tout a été très fluide. Et là, c'est vrai que il y a plein de gens qui m'interviewent, il y a plein de gens qui me posent la même question et je suis la première à dire, mais ça me surprend aussi que ça a été si facile, en fait, si évident. Alors, est-ce que c'était évident, tu penses, parce que tu y pensais depuis un moment déjà ou, parce qu'en général, on sait que le chemin de l'entrepreneuriat, il y a quand même pas mal de, voilà, de hauts et de Euh, bas, de tests, oui, alors d'erreurs, je dis pas que tout est rose. Hein. La chose la plus compliquée, c'est quand on est porté par un projet qui nous apporte tant. Bien sûr qu'il y a le côté négatif avec la vie de famille, avec le fait de gérer la vie privée, parce que moi, je suis tellement passionnée. En fait, c'est ça, c'est le côté négatif des gens passionnés, mais vraiment une vibration intérieure. Moi, j'ai tendance à être dans ma bulle. Donc, c'est très compliqué aussi de laisser les gens venir à moi ou d'arriver à me décentrer pour dire, OK, j'oublie, je me remets dans une vie un peu plus tradie, conventionnelle, etc. Mais je ne l'avais pas forcément mûri, en fait, pour répondre à ta question, Fabienne, parce que moi, j'adorais mon métier. Moi, j'ai adoré mon métier de prof parce que je portais les élèves et j'avais un super rapport avec eux et que de transmettre le savoir, c'est quand même quelque chose de très, très valorisant. Et ça fonctionnait, le chemin entre eux et moi fonctionnait beaucoup. Donc j'étais beaucoup là-dedans, j'étais beaucoup dans le savoir, j'étais beaucoup dans… Moi, j'adorais évidemment lire, écrire. Voilà, je suis aussi passionnée d'Allemagne, je suis une germanophile dans l'âme. Et donc, du coup, moi, je me nourrissais de tout ça. Et je ne pensais pas forcément à autre chose. Mais quand j'ai commencé à me mettre en posture vraiment d'entrepreneur,
et de développeurs, en fait, aussi. C'est vrai que j'ai su m'entourer, en fait. Je pense que c'est ça, en fait, ma richesse, c'est que j'ai été capable d'aller chercher les conseils, d'être curieuse. En fait, je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit dans la vie, c'est d'être curieux et de ne pas rester, tu vois, avec les œillères en disant: «Oh, ben, je sais ce que je fais, c'est bien et je le ferai bien seule». Voilà, je pense que c'est important de se dire qu'on a besoin des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour l'inspiration, comme on le fait aujourd'hui, pour la discussion, pour l'échange, pour le partage. Un beau message. Oui, bah, c'est ma vie. Et alors, quand tu dis que tu as su t'entourer, te faire accompagner, c'était quoi comme type d'accompagnement dont tu as bénéficié alors pour monter ton projet? Alors déjà, moi, j'en parle souvent parce que j'ai été, accompagnée par l'ADI, qui est, l'aide au développement et à l'initiative économique, qui m'a permis d'avoir des microcrédits. Voilà, donc ça, c'est bien. Puis du coup, je suis devenue un peu leur ambassadeur, parce que justement, ils soutiennent, des tout petits projets, que les banques n'ont pas forcément envie de soutenir parce qu'elles ont peur, évidemment, des risques. Ensuite, j'ai été entourée par La Belle Assiette, qui est en fait une agence de référencement de chefs à domicile, que j'ai été contactée en disant: «Voilà, j'ai envie de faire ce métier-là, je n'ai pas de formation, comment faire?» Et en fait, ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait passer un dîner test en me disant: «On va te tester dans ta manière d'être, chez les gens, pour le service, pour le dressage, pour la nourriture et cetera». Et du coup, bah, j'ai fait le dîner test, ça a très bien marché. Du coup, je suis rentrée dans leur agence et c'est eux qui me trouvaient un petit peu les clients. Et c'est là après que j'ai su, voler de mes propres ailes en me disant: «Bah oui, je pense que je suis sur le bon chemin, parce que je fais bien, parce que je fais bon, parce que les clients sont contents et que, bah, je peux commencer à, être seule». Donc j'ai eu pas mal, même encore aujourd'hui, hein, même si tout fonctionne très, très bien, j'ai besoin de me nourrir, sans jeu de mots, mais de me nourrir, de l'influence des autres, bienveillante évidemment, mais c'est important. Je pense que c'est ça aussi qui nous fait nous enrichir en permanence. Parce que sinon on tourne, toujours en rond si on est soi avec soi, en fait. Et je pense que c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que j'adore aussi la ruche parce que, quand j'y vais, c'est vraiment mon bol d'air où je rencontre des gens. Ça m'a permis de te rencontrer toi, Fabienne, enfin j'ai rencontré Fabien, j'ai rencontré Chloé, enfin voilà. Et moi, c'est des bouffées d'air, c'est des bouffées d'oxygène qui me permettent de me poser et de redémarrer pour pouvoir encore plus m'épanouir. D'accord. Et alors, moi, j'ai une question par rapport à ta posture, ton positionnement. Donc tu te reconvertis chef à domicile. Mmh. Ce sont normalement c'est une formation, je ne sais pas moi combien d'années ça dure, normalement une formation de chef à domicile, on sait que c'est pas un milieu qui est facile, hein, donc je C'est pense vrai. qu'il y a voilà. Et alors comment tu gères ce positionnement, cette légitimité peut-être qu'il a fallu aller chercher? Comment Ah ça s'est oui, passé? ah oui, oui, bah, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Là, dans ce milieu-là, qui est très, très formaté, très académique. Alors, pour répondre à ta question, moi, je pense que j'aurais dû, et ça ne m'est jamais venu d'ailleurs à l'esprit, c'était même pas une question de finance, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de dire: «Je ne me lancerai que quand j'aurai fait une année de Ferrandi ou une année de Bocuse ou une année de Ducasse, un CAP, un bac pro de cuisinier». Voilà, parce que moi, je suis plus cuisine que pâtisserie. Jamais. Je me suis lancée comme ça en me disant: «Bah, moi, je suis passionnée, je suis un peu créative, j'adore les bons produits, j'ai des idées, j'aime bien les gens, ça va suffire». Bon, il s'avère que ça a suffi, mais bien sûr que cette légitimité et cette crédibilité professionnelle, j'ai été la chercher. J'ai Mmh. été la chercher au fond de moi déjà, dans ma confiance en moi, dans mon estime de moi et surtout vers les autres, vers mes pairs, qui ont tendance à beaucoup juger aussi parce que je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais parce que c'est aussi un métier d'homme et que, quand on est une femme jeune, et qu'en plus on n'a pas les diplômes, bon, là je cumule un petit peu, tu vois? Mais justement, je pense que c'est ce qui fait aussi ma force, cette marque de fabrique, ce côté un peu électron libre et extraterrestre où les gens se disent: «Ouais, bah, elle est intéressante quand même». Parce que ce qui m'intéresse au fond, c'est vraiment le dépassement, de soi dans la cuisine. C'est le plaisir que je transmets aux gens, qui font appel à moi dans leurs assiettes. C'est le respect de tous les artisans et bien sûr, enfin, je le dis souvent, mais bien sûr que j'ai des imperfections techniques, ça je le sais, mais en même temps, ça m'a jamais empêché d'être rappelée par tous mes clients parce que je pense que j'apporte autre chose en fait, que j'arrive peut-être à contrebalancer ces carences avec autre chose, que n'ont peut-être pas, les chefs qui sortent, voilà, du dogme, Ferrandi. Enfin, je parle tout le temps de Ferrandi parce que c'est l'école par excellence, de l'art culinaire.
Donc, voilà. Mais oui, non, c'est pas forcément facile de trouver sa place. Et avec voilà, le livre qui est sorti aussi, ça m'a permis de peut-être d'asseoir un petit peu plus cette autorité gastronomique avec des gens qui viennent à moi et qui me disent que c'est bien ce que je fais. Et c'est des grands qui me le disent. Donc, je suis très contente. D'accord, d'accord. Et alors, ce choix d'être chef à domicile, Mhm. plutôt que de choisir Dans un d'aller restaurant, ouais, dans un restaurant, d'où ça vient du coup? l'amour des gens. Ouais. Voilà, je pense que moi, quand j'étais prof, enfin, je le répète, j'aimais les enfants vraiment dans leur psychologie, dans leur développement, dans leur confiance, et j'ai toujours été très altruiste. Bon, c'est pas d'être prétentieux de dire ça, mais j'ai toujours adoré les gens. Et là, c'est vrai que j'aime cette intimité, en fait, parce que, mine de rien, les clients me font pénétrer chez eux, dans leur cuisine, qui est quand même la pièce un peu de famille, de convivialité, d'être là avec son amoureux, de faire. Enfin, c'est quand même très, très intime. Et je pense que c'est ça que je recherche. Et c'est ça qui fait que ça marche, parce que je sais j'ai des confrères ou consoeurs qui cochent toutes les cases en termes de technicité et qui m'ont toujours dit, mais nous, on ne pourrait jamais faire ce que tu fais. On est bien dans notre resto, on est un peu caché dans notre cuisine, on a toute notre brigade. Toi, tu t'affrontes tout seul, parce que moi, je fais tout de A à Z. Et après, j'anime aussi. Moi, j'aime bien, chez les clients, parler de mon parcours. C'est vrai que souvent, enfin souvent, tout le temps d'ailleurs, j'ai le petit moment où je m'assois avec eux, soit en fin de service, soit au début de l'apéritif. J'ai mon petit verre de vin, ma petite coupe de champagne, et on discute. Et ça, je trouve ça hyper riche, hyper riche. Et moi, j'aime faire plaisir, en fait. Alors, je sais que dans les restaurants, on fait plaisir, mais le rapport est vraiment différent. Donc, je ne pourrai jamais être en restaurant. Jamais, jamais, jamais. Si je gagne au loto demain, je n'ouvrirai pas de restaurant. J'ouvre une école de cuisine. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai une cliente qui m'a proposé de financer un resto, et j'ai dit non. Parce que là, j'ai tellement l'habitude aussi d'être nomade, d'aller dans les cuisines différentes, que de me retrouver figée, sédentaire dans une cuisine avec mon matériel, avec mes fournisseurs, avec mes assiettes. Je ne pourrais pas. J'ai besoin de bouger. Ça, c'est ma personnalité, en fait. Est-ce que j'ai Et, répondu à la question, ouais, Fabienne? ouais, ouais, tout à fait. Et moi, justement, je vais te demander, tu en as parlé un petit peu, mais comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, peut-être pour les personnes qui n'ont jamais fait appel Bien à un sûr, domicile, hein, voilà, ça fonctionne bien comment? sûr. Comment ça se passe concrètement? Écoute, j'ai voilà, quelqu'un, par exemple, qui m'appelle. Juste pour l'anecdote, j'ai quand même, il y a une semaine, une ancienne maman d'élève qui m'a contactée pour ses 60 ans. Et j'ai revu donc, les enfants que moi j'avais 15 ans après. Et C'est ça a super. été hyper émouvant. Donc ça, c'est la parenthèse. C'est les jolies petites rencontres. Et donc, en fait, voilà, les gens m'appellent en disant, voilà, je veux organiser, là, par exemple, mercredi, j'ai organisé les 18 ans de ma cliente. Donc, elle m'appelle, elle me dit, je veux organiser les 18 ans de ma fille. On sera tant. Elle adore ça. Elle aime pas ça. Moi, j'aime bien faire un menu sur mesure. Donc, je renvoie un menu, une proposition de menu qui est validée ou amendée. Et à partir de là, c'est calé, c'est bloqué. Le jour J, moi, je vais faire mes courses, ou la veille, parce qu'après, ça dépend aussi de tout mon rétro-planning, mais je veux du frais par excellence. Et puis après, j'arrive en général 3 heures sur place et je cuisine sur place. Donc, il y a certaines choses qui sont faites en amont. Là, par exemple, ce soir, je cuisine, je vais arriver 3 heures avant le repas. Mais par exemple, ce matin, j'ai fait ma crème brûlée parce que je fais une crème brûlée au foie gras et qu'elle est faite ce matin parce que c'est trop long de la faire au four, etc. Mais par contre, voilà, en live avec mon chalumeau, je vais l'adorer avec mon sucre, je vais faire mon plat en live, je vais faire mon dessert en live. Je vais monter ma chantilly chez eux, par exemple, tout bêtement, parce que c'est aussi important pour eux de voir que c'est du frais. Donc, et puis ça les amuse aussi de voir que j'arrive. Donc, moi, j'arrive avec mes produits. Voilà, j'arrive avec tous les ingrédients. C'est moi qui achète tout. J'utilise la vaisselle des clients, les poêles, les casseroles des clients. J'arrive avec mon petit matériel spécifique. Et puis, après, je prends possession de la cuisine. Si elle est ouverte, je discute avec eux. Mais bon, j'ai besoin quand même de me concentrer un peu. Si elle est fermée, je suis dans ma bulle. Et puis, ils viennent me voir de temps en temps. D'accord. Voilà, et je me charge après du service, je fais les assiettes, j'apporte les assiettes, je fais la vaisselle s'il faut faire la vaisselle, je pars, la cuisine est en général, je dis toujours ça, mais en général un petit peu plus propre que quand je l'ai trouvée. Et puis je pars, j'ai laissé tous les torchons dans la machine à laver et je rentre chez moi. J'ai pris mes petites photos, je leur envoie le lendemain les photos aussi du dîner.
Et ça crée un lien, parce que même avant, on a toujours un lien. Là, j'ai envoyé un message ce matin à mon client, c'est un anniversaire surprise pour sa femme. Voilà, jour J, je lui ai envoyé une photo de quand je suis en train de préparer les choses, quand je fais mes courses. Ça crée un petit teaser et ça crée quelque chose de différent que quand on va au restaurant, avec peut-être, voilà, évidemment des bonnes assiettes, des belles assiettes, mais il y a vraiment pas ce même lien affectif et émotionnel. Parce que moi, je dis toujours, la cuisine, c'est beaucoup d'émotions aussi, hein, finalement. Et alors justement, l'entreprise que tu as créée, elle s'appelle Communique Passion, c'est ça? Mhm. Mhm. Alors déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le nom de l'entreprise? Alors là aussi, très, très bizarre. Ça m'est venu dans la nuit. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve le nom de ma boîte. Et dans la nuit, j'aime bien les mots valises, en fait. Donc ça, c'est mon côté littéraire, mais je voulais mélanger les deux. Je ne voulais pas, là encore, c'était très clair, je ne voulais pas un mot autour de la cuisine. Je ne voulais pas les tocs, les papilles, le chef, machin, etc. Donc c'est vrai que Communique Passion, l'idée, c'était de donner des cours de cuisine aussi. C'est ce que je fais beaucoup, d'ailleurs, parce que là, pour le coup, c'est le mélange entre prof et chef. Donc, c'était au tout début, mon concept, c'était de faire la cuisine avec les gens. Donc, c'est eux qui font leur repas avec moi. Et moi, je pars et ils dégustent entre amis, avec leurs femmes, avec leur famille. Et donc, voilà, je voulais communiquer ma passion, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que 7 ans après, les clients me disent « Ah ouais, tu n'aurais pas pu trouver un meilleur nom, en fait, parce que ça résonne beaucoup. » Et je pense que c'est important, oui, de montrer qu'on est passionné. Moi, je pense que là-dessus, j'ai du mal à tricher et à le cacher. Mais voilà, le nom vient de là. Communiquer ma passion de cuisiner, communiquer ma passion des autres, ma passion des produits. Et voilà, la genèse du nom. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta cuisine, justement? Qu'est-ce qui te caractérise? C'est quoi ta touche, ta patte? Je ne sais pas comment on dit, mais Alors moi, j'aime beaucoup le sucré salé, ça c'est sûr. Donc, c'est mélangé. Dans l'idée, ma cuisine, elle est ouais, assez créative. J'aime bien mélanger des choses qu'on n'a pas l'habitude de mélanger. En fait, c'est un peu des expérimentations que je fais et qui en général marchent, parce que bon, on commence à avoir aussi je veux dire, les repères culinaires qui font que ça peut matcher avec ça. Elle est colorée. Je suis une obsédée des couleurs. C'est-à-dire que quand je réfléchis à mon dressage, il me faut du jaune, du vert, du rouge, un peu comme un peintre en fait. Voilà. Et elle est généreuse. Voilà, elle est généreuse. Donc, je le répète, elle n'est pas technique. Moi, je ne suis pas du tout pâtissière en plus. Donc, moi, mes desserts, c'est des desserts crémeux, savoureux. Là, par exemple, ce soir, je fais une tarte aux fraises, parce qu'on est en plein dans la fraise, mais de manière déstructurée. J'aime pas le côté tarte. Voilà, la tarte qu'on apporte à table. Voilà, je le fais quand on me le demande. Là, je préfère utiliser tout ce qu'il y a dans la tarte aux fraises, mais déstructuré dans l'assiette. J'ai fait un crumble de noisettes, je vais mettre mes fraises, je vais mettre comment dire, mon coulis de fraises, ma chantilly à la vanille, voilà, et je vais dresser mon truc. Voilà, vous verrez les photos incessamment sous peu. Mais voilà, donc elle est comme ça, et surtout, ouais, je veux des produits de qualité. Je travaille avec un primeur qui va me trouver les meilleurs fruits et légumes à Rungis le matin à 3h du mat. Parce que je trouve que les artisans, moi je remercie toujours les artisans en fait, que ce soit mon boucher, mon poissonnier, mon primeur, mon maraîcher. Sans eux, on n'est rien. En fait, moi je suis qu'une transformatrice. Donc oui, un peu audacieuse ma cuisine, parce que là typiquement, ma marque de fabrique, c'est mon tartare de saumon aux fraises que j'ai tenté le jour où j'ai fait mon dîner test avec la Belle Assiette il y a 7 ans. Je me suis dit, je voulais quelque chose de fou. Le tartare, on a tendance à l'associer beaucoup avec la mangue, l'avocat, etc. Je me suis dit, j'ai envie de fraises. Voilà. On était en mai, c'était rouge, c'était coloré. Voilà. Et ça, c'est le type de cuisine que je fais. Je fais du foie gras avec de l'ananas, je fais du boudin avec de la banane. Voilà. Ça, j'aime beaucoup le sucré salé. Il y a des clients qui n'aiment pas, et dans ces cas-là, je me remets à quelque chose de plus classique, à des saveurs plus traditionnelles, parce que je m'adapte. Mais moi, dans mon côté, je m'éclate. C'est vraiment voilà, des cuisines. J'aime bien la cuisine exotique. Ce soir, par exemple, je fais une soupe thaï au Saint-Jacques. Voilà, en entrée, je fais un tartare de saumon avec des billes d'avocat panées au sésame et des billes de mangue. Donc, on est quand même voilà, dans le sucré-salé. Voilà, c'est mon repas de ce soir. D'accord, d'accord. Et alors, comment est-ce qu'on fait évoluer sa cuisine quand on est chef?
Alors ça, c'est une vraie question. Je pense que moi, j'ai toujours dit que la cuisine, c'était vraiment l'expression de sa propre personnalité. C'est un peu un prolongement de soi. Le vrai chef, c'est-à-dire pas le technicien qui juste coupe ses carottes, qui blanchit ses poireaux. Ça, voilà, c'est le chef cuisinier. Le vrai chef, je pense, c'est celui qui met de lui dans ses assiettes. Et comme tout être humain, on évolue au fil de nos rencontres, au fil de nos blessures, au fil de nos victoires. Et je pense que ma cuisine évolue aussi en fonction de ça. Je sens aussi que j'ai de plus en plus envie de me perfectionner dans quelque chose de gastronomique. Donc, c'est pour ça que je réfléchis de plus en plus à mes dressages, à mes compositions, ce que je ne faisais pas il y a 5-6 ans. Et quand je revois les photos, là, je suis en train de refaire mon site internet, et quand je revois mes photos d'il y a 5 ans, je me dis, c'est juste pas possible. Hein. Alors que j'étais super fière de moi le jour où je faisais. Donc, il y a une vraie évolution. Et je pense que là, tous les chefs dans les restaurants diront que oui, on ne dressera jamais en fonction des situations, des circonstances. C'est vrai que le Covid a été très dur pour moi parce que je me suis arrêtée du jour au lendemain et ça a été très compliqué de stopper net ma progression et de ne plus, je veux dire, faire évoluer ma passion. Heureusement, tout a repris, mais différemment, évidemment. Mais je pense que c'est la liberté, en fait. Moi, je veux rester dans quelque chose d'illimité. Et tu vois, il y a pas mal de repas que je fais avec le même intitulé, mais mon dressage est toujours différent. J'ajoute, là, c'est vrai que je travaille beaucoup les fleurs comestibles que je rajoute au dernier moment parce que c'est très joli, que c'est très surprenant. C'est pas en termes de goût, ça n'apporte rien, mais c'est beaucoup de couleurs que je ne faisais pas avant, tu vois. Et il y a des éléments que je travaillais pas et que je travaille aujourd'hui, ou à l'inverse, tu vois. Et c'est vrai que oui, je sens que j'évolue. Mais c'est, là encore, ce n'est pas forcément réfléchi. Tu vois, je ne suis pas là à me dire, je vais faire évoluer ma cuisine. Oui, et c'est vrai que j'aimerais me perfectionner sur, je te dis, peut-être des techniques de pâtisserie. Mais comme ce n'est pas mon kiff, la pâtisserie, moi, je suis plus salée que sucrée. Donc, je préfère m'épanouir dans le salé. Après, bon, il faut toujours faire un dessert. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que ma cuisine évolue en même temps que moi. Je trouve ça beau, en fait, en même temps. Et est-ce qu'elle évolue en fonction justement des personnes aussi qui t'embauchent pour venir cuisiner leur dîner? Parce que des fois, j'imagine que tu as des demandes qui ne rentrent pas dans ce que tu as l'habitude de faire. Alors, comment… Oui. Ouais. Je m'adapte et puis moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de faire quelque chose de personnalisé. Donc là, par exemple, dimanche prochain, je travaille pour une dame qui fête ses noces d'or, donc 50 ans de mariage. Donc, elle est sur un petit 75 ans. Bon, le tartare de saumon aux fraises, je ne vais même pas proposer parce que je me suis dit, bon, elle voudra quelque chose de plus classique. Donc, on est parti sur elle m'a dit, je veux du foie gras, ok. Et je lui ai dit, du foie gras, qu'est-ce qu'on fait en foie gras? Bon, et puis, du coup, après, j'essaie de lui donner des idées parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est il me paye pour une expérience qui sera sûrement inédite. Autant qu'ils aient quand même quelque chose d'original dont ils se souviennent. Si c'est pour avoir une tranche de foie gras qu'ils peuvent avoir chez le traiteur ou dans n'importe quel restaurant, ça ne sert à rien. Donc après, j'essaye vraiment d'équilibrer entre des choses un peu créatives qui sortent de l'ordinaire et des choses qui les rassurent. Parce qu'il y a beaucoup aussi de clients qui ont envie d'être rassurés dans leur confort gustatif, qui me disent, moi j'ai envie d'avoir une super blanquette de veau, je vous fais une super blanquette de veau, il n'y a pas de souci. Soit je peux la twister avec un truc, soit je ne peux pas. Mais là encore, je m'adapte. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'à chaque prestation, je n'ai jamais le même menu. Déjà, dans la composition des menus, l'entrée, ça peut être viande, poisson, ou que viande, ou que veggie. Voilà, les pièces à… Donc, je n'ai jamais eu le même menu. Même si la saison fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la fraise, donc je développe beaucoup la fraise, je décortique et je décline la fraise. Après, voilà, il y a des menus aussi que je fais des menus monomaniaques, en fait. Tu vois, j'ai fait une fois un menu tout chocolat, de A à Z. Là, j'ai envie de créer un menu tout autour de la fraise, un menu tout autour de la tomate. Voilà, parce que ça, c'est toujours sortir, en fait, me dépasser et proposer des choses différentes. Et pour moi, parce que c'est assez égoïste, mais pour pouvoir donner du plaisir aux gens, j'ai besoin moi aussi de me faire plaisir. Et ça, je leur dis. Et je pense que c'est pour ça qu'ils font appel à moi. Et c'est sûr que tu peux beaucoup plus te réinventer que si tu travailles dans un restaurant où on ne change pas la carte tous les 5, voilà, tous les Évidemment, mois. on change, voilà, classiquement, on change tous les mois. Mais oui, c'est différent. Et puis,
Et puis vraiment le côté, là, je ne pourrais pas m'adapter aux gens. C'est-à-dire que je ferai une carte, oui, il y aura mes 30 couverts, ok, bah, déjà, ce sera les 2 plats, parce que moi, si j'ouvrais un restaurant, ce serait un plat, enfin 2 plats, 2 desserts, enfin voilà. Mais là, typiquement, c'est toujours différent. Alors, c'est aussi beaucoup d'organisation qu'on a moins en restaurant, parce qu'en restaurant, on a voilà, comment dire, les commandes qui arrivent le lundi, et puis en général, on passe tout dans la semaine ou sur les 3 jours. Là, bah, moi, je vais faire mes courses aujourd'hui que pour ma prestat de ce soir. Parce que mercredi soir, j'ai un autre cocktail et ce n'est pas du tout le même menu. Et j'irai faire mes courses le mercredi matin pour mon cocktail du mercredi soir. Donc, c'est une grosse organisation, très millimétrée. C'est très fatigant, c'est très chronophage, mais en même temps, le rapport bénéfice-contrainte, je veux dire, on est sur du 5,95, quoi. Ouais. Alors, il y a Petra justement qui nous dit dans le chat, ça fait tellement plaisir de Ouais, rencontrer une je vois personne aussi ça. passionnée et créative. Et c'est vrai que tu parles de ton métier avec beaucoup de passion et ça donne envie. Et justement, tu nous parlais de ta fille qui a 12 ans. Et est-ce que c'est important aussi pour toi justement de lui montrer à ta fille qu'on peut faire un métier par passion? Bien sûr, bien sûr, parce que je pense que c'est important d'avoir un métier qui nous ressemble. Moi, ayant été prof, toute l'orientation des enfants, c'est quand même très problématique de savoir ce vers quoi ils vont aller. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'on ne fera plus jamais le même métier toute notre vie, comme mes parents l'ont fait. Voilà, ça c'est sûr. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, comme là encore, de se réinventer. Elle m'a vue prof, elle me voit chef aujourd'hui. C'est vrai qu'elle me voit peu, bien sûr, mais quand elle me voit, on discute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je ne lui imposerai jamais de faire quelque chose pour me faire plaisir. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup d'analyse sur ses propres valeurs, ses qualités, ses défauts, sa manière aussi de réagir. Moi, je lui montre le fait d'être déterminée déjà, je lui montre le sens de l'effort, parce que pour le coup, elle me voit, c'est un métier fatigant. Je ne suis pas devant un ordinateur. Je ne critique pas ceux qui sont devant un ordinateur, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est un métier où quand je pars avec des caisses, c'est lourd, je prends la route, je dois me garer, je remonte chez les clients avec mes caisses, je débagasse toutes mes caisses, je me mets à cuisiner, après je range tout, je rentre à la maison, je débagasse mes caisses, je fais ma vaisselle et je me couche. Donc c'est quand même, c'est quand même quelque chose de très fatigant. Mais je lui ai toujours dit, et bon, à 12 ans, là, elle a encore un peu de mal à se fixer, mais je lui ai toujours dit, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, sois audacieuse, ose. Voilà, ose être toi, affirme-toi. Je pense que ça, c'est important parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une passion. Ça, je le reconnais, c'est vrai. Certains veulent à tout prix en avoir une et du coup la construisent et finalement c'est fake. Mais des gens qui sont vraiment animés d'une passion, j'en ai rarement rencontré. Alors c'est vrai que dans la cuisine, c'est beaucoup ça aussi, mais dans d'autres métiers peut-être pas, mais c'est pas grave. On peut aussi trouver du plaisir à faire autre chose autrement. Mais oui, je pense que c'est des notions dans mon éducation qui sont importantes à lui transmettre. Très, très, très. Et alors, on voulait aussi ce matin te faire intervenir et partager ton projet parce qu'il y a aussi, tu as aussi une nouveauté dans ton projet assez récente et qui probablement est aussi liée à. Alors, est-ce que c'était un challenge? Est-ce que c'était une envie de transmettre? Dis-nous en plus. Alors, il est là, voilà. Il est tout beau. Il est tout rose. Oui, alors ça, pareil, on se dit dans la vie, il y a des choses qui sont écrites, là encore sans jeu de mots, pardon. Moi, quand j'étais prof, l'objet livre a toujours été hyper important. Parce que voilà, la littérature fait que, évidemment, c'est les livres. Mais quand j'ai commencé à aimer cuisiner, je me suis dit, oh, j'aimerais bien faire un petit livre de recettes. Mais je n'étais que prof et je ne savais pas que j'allais être chef, que j'allais professionnaliser ma passion. C'était une peur, ça d'ailleurs, de professionnaliser ma passion parce que je me suis dit, peut-être m'ennuyer, je vais peut-être me lasser. Donc, vous avez compris que 7 ans après, je ne suis toujours pas lassée. Et du coup, voilà, donc, bon, la folie faisait que, au début, je voulais écrire un roman et puis, bon, finalement, je ne l'ai pas fait. Bon, bref. Quand je suis devenue chef, je n'ai pas du tout repensé à mon livre de recettes. Et en fait, j'ai rencontré mon éditrice, Brigitte Thévenot, il y a 2 ans et demi, sur LinkedIn. Voilà, je vois le truc circuler, éditrice spécialisée dans la cuisine, gastronomie, machin, je la contacte. On se rencontre, vraiment gros coup de cœur, mais je ne me sentais pas prête.
En fait, il fallait faire un truc Ulule, de crowdfunding, de mobiliser, etc. Toute une communauté. Je ne me sentais pas capable en termes de temps et d'énergie. J'ai mis ça de côté. Et en fait, j'ai eu 40 ans là, fin février. Et au mois de juillet dernier, je me suis dit, mais et si pour mes 40 ans, je n'aurais pas comme cadeau mon livre de recettes? Je l'ai recontacté. Je lui ai dit, Brigitte, c'est maintenant. On y va. On se lance. Et je me suis lancée. Donc oui, gros challenge. Là, pour le coup, grosse pression parce que je voulais sortir quelque chose de très qualitatif. Je ne voulais pas faire un livre pour faire un livre. Je me suis dit, si je fais un livre et je m'entoure des meilleurs. Donc, le meilleur, évidemment, c'est le photographe. J'ai eu la chance de rencontrer une photographe culinaire qui a eu des prix, qui a shooté beaucoup, beaucoup d'étoilés. Et je voulais quelqu'un d'exigeant. Je voulais quelqu'un de perfectionniste. Je voulais quelqu'un qui allait mettre en valeur mes plats et qui allait sublimer mon livre parce que j'ai beau bien écrire. Je sais, j'écris bien parce que j'étais prof de français, donc forcément, je sais bien écrire. Ça ne fait pas que ça. Et puis, je savais qu'on m'attendait aussi au tournant dans ce milieu-là en disant, oh, elle écrit un bouquin, qu'est-ce que ça va être? Bon, voilà. Moi, j'assume tout. Hein, il est rose, pas de problème. Plutôt que d'une photo de moi, je voulais d'office un dessin. Je ne voulais pas une photo de moi en veste de chef, vous savez, comme ça, comme voix. Moi, je suis ni d'arrose ni pique, hein, je ne suis pas à ce point-là. Et je voulais quelque chose d'un peu fou, en fait, qui ressemble à ma cuisine et à moi, en fait. Et du coup, voilà, donc, il est sorti au mois de mars. C'est vrai que la campagne de financement participatif a explosé. J'ai été extrêmement soutenue, j'ai dépassé l'objectif. Là, je me suis dit, vraiment, je suis sur la bonne voie. Je suis là où je dois être. Et les gens ont compris que je suis là alignée, en fait, avec tout ce que je renvoie en moi et à l'extérieur de moi. Et ça a été très important. Et là, je vois l'engouement aussi que c'est autour de ce bouquin, tous les compliments que j'ai, et pas des compliments hypocrites. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai toujours dit, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on me dise que je cuisine bien, en fait, que ce que je fais, c'est bon. C'est tout ce que je mets autour, en fait. Il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, j'ai fait appel à des grands chefs chez moi. Dans l'assiette, c'était vraiment, vraiment parfait. Mais vous créez autre chose. Voilà, c'est une ambiance que j'aime créer chez les gens. Et c'est pour ça qu'ils refont appel à moi, parce que j'arrive à mettre un peu de chaleur, un peu de fantaisie, parce que je trouve que c'est important d'avoir des moments comme ça, un peu hors du temps, suspendus. Et alors justement, il y a de la fantaisie dans ton livre. Tu nous proposes des recettes en y mettant de l'humour et de la fantaisie, du décalé. Oui, complètement. Moi, c'est vrai que j'ai voulu revisiter en fait des plats, par exemple la blanquette, moi je la mets au safran. J'ai fait, alors il y a des choses un peu classiques. Moi, je suis alsacienne d'origine, d'où ma sensibilité un peu germanique. Et j'ai fait un coq au Riesling, voilà, parce que c'était aussi le fait de dire, voilà, j'ai envie de poser la tradition alsacienne. Mais après, je fais un cheesecake fraise basilic, des billes de foie gras panées au spéculoos, bon, très sucré-salé, hein, la tonalité, elle est très sucrée-salée, et mon fameux tartare de saumon aux fraises. Mais j'avais envie de proposer une autre cuisine, en fait, qui peut dérouter, hein, je l'entends, pour les puristes. Mais c'est ça aussi qui me plaît, c'est d'un peu titiller les gens, quoi, titiller les papilles. On est trop tout le temps dans les cases, dans les codes. Et moi, j'ai envie de faire exploser un peu tout ça parce que la liberté, ça fait du bien aussi, finalement. Donc, mon livre, il me ressemble à 10 000%. Mon éditrice, elle a vraiment été un amour. Moi, je dis toujours, c'est ma petite fée qui m'a permis d'avoir ce très joli cadeau. Et moi, j'ai tout fait de A à Z. Hein, voilà, c'était mes recettes. C'est mon dessin que j'ai vu avec l'illustratrice, que ce que je voulais. Le dressage, c'est beaucoup Delphine, la photographe, qui m'a accompagnée là-dessus. Mais je suis très, très contente et très fière de cet ouvrage. Et alors, tu nous dis que tu as fait une campagne de financement participatif, en fait. Oui, oui. Et alors, est-ce que tu Oui, peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être qui intéressées, ne savent justement. pas. Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est Brigitte, mon éditrice, qui m'a dit, bon, il y a tant de budget. Il y a tant de budget, soit effectivement, je prends sur mon épargne, soit je vais prendre un crédit, soit je demande à mes parents, enfin, peu importe. Et elle me dit, le côté financement Ulule, moi je suis passée par la plateforme Ulule, financement participatif, mobilise vraiment une communauté et crée une effervescence autour de ton projet. Et c'est vrai. Donc, en fait, comment ça se passe? Là, j'avais 30 jours pour avoir tant d'argent. Bon, je vais vous le dire, hein, j'avais
demandé 10 000. Bon. Donc 12 000 euros pour après développer l'ouvrage, donc l'édition, tout ce qui va avec, hein, forcément, ça coûte de l'argent. Et en fait, pendant 30 jours, j'ai mobilisé toute ma communauté. Donc, évidemment, il faut déjà être implanté sur les réseaux sociaux pour pouvoir le faire, parce qu'au début, c'est les amis, la famille qui donnent. Mais une fois qu'on a fait le premier cercle, il y a le deuxième cercle et le troisième cercle. Et puis, c'est après les gens qui parlent de toi et qui disent allez l'aider parce que son projet est chouette. Et donc, du coup, moi, j'ai beaucoup communiqué parce que je me suis pris aussi de passion pour la communication autour de moi, de ma cuisine. Et c'est vrai que ça a été un gros buzz. Moi, Ulule me contactait en me disant, mais d'habitude, ça marche très bien au début, ça marche très bien à la fin, mais vous, ça a toujours très bien marché, en fait. Bon, voilà. Et là, je me suis dit, c'était le moment. Les gens ont compris que quand on est passionné de cuisine, un livre de recettes, c'est très important. Pas pour l'image, parce que je ne suis même pas à essayer de le vendre, en fait. Je le dis de manière très naïve. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'achètent, j'en suis ravie. Mais moi, l'idée, c'est d'avoir déjà cet objet à moi et de l'avoir fait, parce qu'en plus, c'est un très bel objet de communication, finalement, et de promotion de ce que je fais. Et du coup, voilà, donc pendant 30 jours, il faut mobiliser les gens. Donc, c'est écrire des messages, voilà, aidez-moi, voilà. Et les gens mettent de l'argent au fur et à mesure. Et c'est très stressant parce qu'on voit la cagnotte qui augmente, qui augmente. On voit aussi le temps qui descend. Et on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Et en fait, j'avais demandé 12 000, j'en ai eu 16. Et donc là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment un signe. Et j'avais des messages tous les jours de gens qui me disaient, tu vas y arriver. Ça a été une aventure humaine. Mais vous savez, quand on voit à la télé, là, les trucs de télé-réalité, ils sont dans les maisons et ils disent tout le temps, oui, c'est une superbe aventure humaine, etc. On se dit, ouais, c'est un peu exacerbé. Mais je ne pense pas, en fait, parce qu'ils sont les uns sur les autres, dans leur cocon. Et moi, pendant 30 jours, j'ai été avec vous, en fait, qui avez tous participé à cette, voilà, tout mon réseau qui a participé à cette campagne et qui m'a envoyé des messages en me disant, tu vas y arriver, de soutien. Et ça donne des forces, mais ça nous rend invincibles, en fait. Ça démultiplie l'envie de faire. Et une fois que ça s'est terminé, j'ai eu mon côté bad en me disant, oh, mais c'était bien ces 30 jours hyper effervescents. Vous savez, quand on prépare le mariage pendant 1 an et que le lendemain, on se dit, ça y est, tout est fini. Voilà, c'était exactement ça. Là, j'ai l'effervescence parce que je fais mes dédicaces, parce que là, j'ai plein de librairies qui me contactent pour aller les rencontrer, etc. Donc, il y a un avant et un après. Ça, c'est sûr, je le sais. Mais c'est des projets, voilà, si tous, là, ceux qui m'écoutent, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, ça ne peut que marcher, en fait. Si c'est bien fait, si c'est fait avec le cœur, ça ne peut que marcher. C'est un beau message. Bah oui. Et donc, du coup, tu as décidé de venir donc, au Quai des Possibles, à la Ruche Saint-Germain, alors pour réfléchir aux prochaines étapes de ton projet. C'est quoi le… Ouais, moi, en fait, quand je suis à la maison, donc hors cuisine, il y a quand même pas mal de moments où je suis sur mon ordi pour gérer mes menus, ma communication, mes devis, mes mails, etc., mes rendez-vous. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un endroit extérieur à chez moi. Donc, c'est vrai que j'ai vu tout de suite la ruche. On avait déjà parlé beaucoup à Saint-Germain, c'est assez connu quand même. Et c'est vrai que j'aime ces moments-là. Tu vois, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée parce que j'ai des journées quand même assez chargées. Et j'aime y aller parce qu'effectivement, je me pose. C'est un très bel endroit. Les gens sont hyper bienveillants. On est dans une dynamique positive et je pense qu'on a besoin de ça. Et oui, et effectivement, j'y suis allée. La dernière fois que j'y suis allée, j'avais créé mon communiqué de presse. J'étais avec mon agence de com pour voilà, créer tout ce qui allait faire un peu le buzz autour de mon bouquin. Et puis, après, déterminer voilà, mes prochains textes. Donc, je communique beaucoup sur LinkedIn, tu le vois, Fabienne. Voilà, réfléchir à mes textes, parce que ça, c'est aussi beaucoup de temps, en fait, à travailler sa communication. Et c'est vrai que souvent, je vais à la ruche pour travailler tout ça. D'accord. Donc, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Et je ne sais pas si tu es au courant. Enfin, il est possible, on a vu ça avec Lila. Lila, voilà, que je puisse proposer ma cuisine à un moment ou à un autre. Ok. Ah, ce serait super. Ce serait super. Voilà. À voir. On va tester ça, effectivement. En tout cas, on a vu passer des choses, ça a l'air sympa. Très sympa. Et donc, alors, si on… pour Petra, Ronnie, n'hésitez pas… alors, Ronnie, je ne sais pas s'il peut, mais il y a Céline aussi qui est avec nous. N'hésitez pas à faire un signe si vous voulez intervenir, poser des questions à Virginie. On est là pour ça aussi.
Moi, je voulais te demander un peu, alors tu as déjà beaucoup parlé, mais euh, aux entrepreneurs en devenir, aux auto-entrepreneurs en devenir, ce serait quoi tes principaux conseils du coup que tu pourrais donner? Pour ceux qui veulent se lancer, Mm. c'est ça. Euh, de réfléchir quand même au projet. Bon, même si moi, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis, ouais, je me suis lancée comme ça du jour au lendemain. Mais je pense que je l'aurais peut-être fait différemment il y a 7 ans. Mais parce qu'il y a évidemment beaucoup de concurrence, peu importe après le projet dans lequel on va se lancer, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir des freins, ça c'est sûr, qui peuvent être intérieurs ou exogènes. Mais après, je pense que c'est important déjà de mesurer le travail que c'est d'être entrepreneur, peu importe de ce qu'on fait. On sort de sa zone de confort, clairement. On a tendance à ne pas compter ses heures. Là, je parle vraiment de l'entrepreneur passionné, hein. Donc, on a tendance à ne pas compter ses heures. Alors, c'est exaltant, hein, bien sûr, mais voilà, il faut mesurer ça déjà. On prend des risques. Alors, pas forcément, je ne parle pas de risques financiers, hein, je parle plutôt des risques, comment dire, d'échec et du coup de dévalorisation de soi. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est très important d'arriver à s'auto-diagnostiquer dans ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Là, par exemple, moi j'habite pas très loin de Saint-Germain, à Andrézy, et j'ai ma mairie qui m'a contactée parce qu'ils organisent des ateliers pour les entrepreneurs qui sont un petit peu dans leur coin et qui veulent pas, qui ont du mal à parler d'eux. Et donc, du coup, je vais faire un atelier pour eux le 15 juin. Et du coup, je travaille l'atelier vraiment sur cette idée d'introspection, d'être capable de dire qui je suis, qu'est-ce que je veux offrir aux autres, quelle est ma valeur ajoutée par rapport au marché. Donc, c'est beaucoup de questions, en fait. Donc, si les gens veulent se lancer et entreprendre, moi, je pense que c'est très bien une fois dans sa vie d'avoir un projet entrepreneurial parce que c'est tellement de fierté, tellement de bonheur quand ça marche. Après, moi, je pars du principe assez naïvement que quand on a vraiment tout pesé le pour et le contre et qu'on se donne les moyens, il n'y a aucune raison qu'on échoue et qu'on n'arrive pas à s'accomplir. C'est peut-être un peu candide, j'en sais rien. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens autour de moi qui sont dans la même veine et qui disent, voilà, quand on se donne les moyens, qu'on est capable de s'entourer parce qu'il y a plein de gens aussi qui ne peuvent pas tout faire. Ces entrepreneurs-là que je vais accompagner ont du mal à communiquer. Moi, j'ai cette facilité-là, donc pas de problème. Et dans ces cas-là, orientez-vous vers des gens qui vont vous aider à communiquer. Mais pour vous aider à communiquer, il faut que vous sachiez quoi communiquer. Ça, ce n'est pas eux qui vont le faire. Donc, c'est définir déjà voilà, votre projet, ce que vous voulez apporter, votre vocation, votre passion. Je ne sais pas si tu connais, Fabienne, mais l'ikigai. Mais l'ikigai, voilà, c'est la manière vraiment d'être pleinement aligné entre ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu vas être payé et ce qui te procure du plaisir, en fait. Et bon, moi, j'ai la chance de l'avoir vraiment, vraiment trouvé à 1500%, et c'est top. Mais c'est un travail en permanence. C'est-à-dire les gens qui se disent, moi, il y en a plein qui me disent, oh, mais tu as réussi. Oui, c'est vrai que j'ai réussi. Oh, tu as de la chance. Non, je n'ai pas de la chance. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup investie. C'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, je suis très contente de la place que j'ai. Je suis très fière, mais je suis très fière du parcours aussi. Il y a tout un parcours qui est… Voilà. Donc, ceux qui disent, j'ai envie d'entreprendre pour gagner de l'argent, pour faire un truc chouette, pour faire parler de moi, là, ils vont se vautrer parce qu'ils ne se posent pas les vraies questions. Moi, je travaille avec une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Et, enfin, je suis bénévole chez eux. Et en fait, ils font venir les entrepreneurs dans les écoles. Donc là, c'est pareil, c'est le pont entre mes deux vies. Et il y a beaucoup de gamins. Donc, la dernière fois, j'étais à Versailles dans une classe de BTS. Et les gamins, pourquoi vous voulez être entrepreneur? Pour gagner de l'argent. Bon, moi, je pense qu'on parle déjà comme ça, on n'est pas sur les bonnes bases. Alors, c'est bien de gagner de l'argent, on est tous d'accord que c'est intéressant, qu'il faut payer nos factures, qu'il faut pouvoir être libre aussi dans ce qu'on a envie de s'acheter, mais s'épanouir, ce n'est pas que l'argent. Et ceux qui restent dans cette, je pense, cette monomanie un peu pécuniaire font qu'à côté, ils loupent des choses et ce ne sont pas des entrepreneurs qui, après, évoluent dans le bon sens. C'est mon jugement, hein. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, je pense qu'il faut avoir l'énergie, déjà, mesurer que c'est une vraie énergie et que, voilà, avoir du courage, avoir de la détermination. Et cette détermination-là, ça veut dire qu'il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, ça veut dire s'entourer de gens qui te donnent confiance aussi. D'accord.
Et alors, sur cette partie introspection, est-ce que tu as des outils que tu conseilles, des méthodes? Euh, ouais, déjà s'interroger sur les valeurs qu'on a envie de transmettre. Ça, je pense que c'est important au travers de notre produit ou de notre service. Euh, Moi, après, j'essaye, alors je ne dis pas parce que je suis aussi d'une nature bon, assez passionnée, donc du coup un peu trop exubérante et bouillonnante, donc j'ai un peu de mal à me poser, mais je suis beaucoup développement personnel, il y a beaucoup de livres. Déjà, lire, bon, ça c'est mon côté prof, mais lire sur l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, beaucoup de bouquins qui sont sur être capable, voilà, une stratégie. Alors, stratégie, c'est vrai que ça peut être d'une manière négative, mais un cap, en fait. Je pense que c'est important de savoir où on va et où on veut aller, en fait. Parce que oui, on peut très bien se dire à l'instant T, oui, j'ai envie de coudre. Là, hier, par exemple, j'ai rencontré des gens qui disaient, oui, j'adore coudre, j'ai envie de coudre pour les gens. OK, alors après, faut un peu se poser, il faut essayer de déterminer, faire une étude de marché, de benchmarker. Enfin, il y a aussi des termes qui font qu'il faut aussi s'approprier le milieu de l'entrepreneur. Parce que ce n'est pas juste, j'aime bien faire un truc, je me lance seule. Ben non, tu vas avoir tes clients. Donc, c'est aussi analyser un petit peu ses clients, qui vont être ses clients, d'aller contacter les gens pour pouvoir se renseigner, d'essayer de faire des tests. Voilà, c'est ça aussi. Donc, je pense que c'est tout un panorama qui est très important et intéressant de voir. Et il y a, ouais, moi j'ai plein de livres à conseiller qui sont très faciles à lire, hein, c'est pas du tout, voilà, mais où on peut, en fait, c'est du travail d'être entrepreneur. Tout simplement, c'est de réfléchir, de s'interroger en permanence et de se remettre en question en permanence. Donc, de ne pas être fixé sur un objectif. Si le seul objectif, c'est de gagner de l'argent, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre que la voie sera la plus claire. En fait. En tout cas, on sent une envie de transmettre aussi sur cette partie de ta vie, l'entrepreneuriat. J'adore, ouais, j'adore. C'est pour ça que là, je fais beaucoup d'ateliers. Je n'ai pas forcément le temps, mais si j'avais une troisième vie, je serais peut-être coach aussi, ça j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me contactent pour ça et je le fais avec grand plaisir. Si là, il y a des gens qui entendent et qui ont besoin d'avoir des questions, voilà, je prendrai le temps pour répondre à eux parce que c'est important aussi d'avoir des gens qui ont cette expérience et qui peuvent avoir ce recul aussi nécessaire parce que l'incertitude fait qu'on a peur aussi, et c'est normal. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur. Ça, c'est vrai. J'ai plein de nœuds, mais j'ai plus peur. Et ça, je pense que là, pour le coup, c'est un luxe. Oui, c'est sûr. Et c'est bien d'en être consciente aussi, de Ouais. savoir Mais ce qui sans bloque prétendre, enfin, encore. je veux pas que ce soit vu de manière prétentieuse, mais parce que voilà, le travail, il a été abouti, en fait. Et après, j'ai d'autres choses sur lesquelles il faut que je travaille. Mais en tout cas, là-dessus, je sais que ce que je fais, c'est ce que je veux faire. Et je le fais du mieux que je peux, en tout cas. Et alors, c'est quoi l'avenir de Communique Passion ou de Virginie Legrand? C'est quoi, Ah, quels sont tes rêves pour l'avenir? alors, mon rêve, vraiment, ce serait de monter une école de cuisine. Ça me titille depuis très, très longtemps. Là, pour le coup, ce serait plus complexe parce que là, pour le coup, vraiment, j'aurais besoin d'avoir les diplômes et tout ce qu'il faut d'académisme. Mais s'il faut, je passerai par là. Mais après, bon, bah, évidemment, un deuxième livre, bien sûr. Tu as déjà des idées? Tu peux Oui. nous donner un Oui, bien petit sûr. teaser? Alors là, c'est vrai que ce premier livre, c'était un peu un best-of de mes recettes un peu phares qui ont eu du succès chez mes clients depuis 7 ans. Donc, c'était quelque chose d'assez égoïste, vraiment très individuel. Là, j'ai envie vraiment de m'ouvrir à toute cette sphère très, très riche de la gastronomie. Et je voudrais vraiment faire un livre autour du terroir, donc autour de tous ces artisans de France. Et en fait, je voudrais faire en fait une sorte de tour de France culinaire et j'irai cuisiner chez les gens leur spécialité avec des revisites. En fait. Donc, ce serait vraiment la chef à domicile qui va en Alsace rencontrer le viticulteur, rencontrer celui qui fait la saucisse, celui qui fait le chou, et après d'aller chez les gens et de faire la choucroute revisitée à la communication. Et ce serait D'accord. ça mes photos. Ce ne seraient pas des photos shooting d'un plat, ce seraient des photos de tablés, en fait, là encore, l'humain. L'humain. Ouais, ouais. On sent à quel point c'est important et au cœur de ton projet, l'humain. Ouais, c'est vrai, c'est important. Mais la cuisine, hein, c'est vraiment de l'humain. Hein, on donne. Enfin, moi, quand je cuisine, ça ne me plaît pas de cuisiner pour moi. J'adore cuisiner pour les autres. Alors, pour ceux que j'aime, c'est encore mieux. Pour mes clients que j'aime aussi, d'une certaine manière, j'adore ça.
Donc, c'est vraiment cette direction vers l'autre qui est important. Super. En tout cas, Voilà, voilà, tu es très inspirante, je trouve, Virginie, parce que c'est gentil. voilà, tu es pleine de passion, comme tu dis, de ténacité, de courage, voilà, d'y aller coûte que coûte c'est un bel exemple, pour ta fille, je pense, Oui, bah, de j'essaye, ouais, j'essaye, ouais. j'essaye. La vie est courte et je pense que essayons de se donner du plaisir là où on peut en trouver, en fait. C'est important, encore plus en cette période-là compliquée. Aussi tous les partages que tu fais sur ton parcours, d'entrepreneur, c'est aussi, très inspirant parce qu'on sent que tu y as beaucoup réfléchi et que tu as Oui. beaucoup à partager aussi, là-dessus, Oui, en oui, termes oui, de oui, parce que ouais. je pense qu'il y a des gens qui se mettent des freins pour des mauvaises raisons et qui pourraient vraiment déployer leurs ailes juste parce qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes. Et ça, je trouve ça dommage. Bon, en tout cas, c'est super que tu aies rejoint la ruche Saint-Germain pour Oui, développer la suite de ton projet parce que je pense que, oui, voilà, ça va être, l'occasion de très belles rencontres et très beaux échanges. Petra, qui va bientôt revenir, qui est loin là, mais qui va revenir aussi, voilà, pour de beaux échanges. Et merci beaucoup, voilà, merci beaucoup pour ce beau café inspirant. merci beaucoup en tout On cas a à tout hâte le de monde. découvrir, j'espère qu'on aura l'occasion de goûter, voilà, tes petits plats, Oui, ça va se faire, je pense que au ça va quai se des faire. possibles. Et puis, Au pire voilà, je ferai une session où mais effectivement, je vous offre ma cuisine avec grand plaisir et on dégustera ça ensemble. en tout cas, on souhaite beaucoup de succès à ton livre qui est moi j'adore la couverture, hein, je trouve super. Merci. Et puis, écoute, à très bientôt au quai des possibles, à la ruche. Et puis, on se voilà, on aura notre café inspirant qui sera disponible en replay et puis, sur la chaîne YouTube du quai des possibles pour, voilà, Top. te découvrir un peu plus, pour les personnes qui seront intéressées. Et bonne très belle journée à tous ceux qui ont été avec nous ce matin Oui. à ce Bonne journée à café vous. et à très bientôt Virginie. À très bientôt. Merci Fabienne. Au Au revoir. revoir.